un grand merci à tous nos invités. Un grand merci à vous aussi d'être présents. Alors c'est une première. Je vais me tourner vers Isabelle Cano parce qu'en fait, l'Eureka, l'idée de cette première, parce que c'est une première pour Radio France, de cet événement, eh bien c'est elle. Pourquoi, Isabelle Cano, avoir eu l'idée de relier finalement deux univers qui sont souvent juxtaposés, la musique et les sciences. D'où vous est venue cette idée? J'ai l'idée de monter ce cycle, c'était, je me suis dit, je me pose des questions. Idéalement, j'aimerais bien réunir des gens qui vont me répondre à ces questions. Et dès lors qu'à Radio France a souhaité, au moment de l'ouverture de la Maison de la Radio, d'offrir des nouveaux services comme des conférences, je me suis dit, et si finalement on faisait venir des scientifiques qui vont répondre à mes questions, puis peut-être que je ne serais pas la seule à me poser ces questions, notamment autour de l'apprentissage. J'ai commencé donc à 7 ans, j'ai joué d'un instrument à clavier, donc on utilise les deux mains, un instrument où je ne voyais pas forcément mes mains quand je jouais. Et je me dis rétrospectivement, à 7 ans, on nous apprend à lire sur deux portées. On lit deux clés différentes, une clé de sol, une clé de fa, donc quand même, il y a une certaine gymnastique. Et puis on nous demande de lire horizontalement et verticalement simultanément. C'est pas possible qu'il n'y ait pas une incidence au niveau du cerveau. Donc ça, c'est au niveau de l'apprentissage. Ensuite, les émotions, l'émotion musicale, qu'est-ce que ça nous apporte? Je pense qu'on est nombreux. Il y a des moments dans notre vie où la musique est importante parce qu'elle nous apaise. Il y a d'autres moments où la musique est importante parce qu'elle aide à se concentrer. Moi, par exemple, il y a des travaux universitaires. J'aurais pu marquer à chaque fois un grand merci à Jean-Sébastien parce que Bach, sans lui, je me demande si je serais arrivée à écrire le mot de la fin. Donc, au niveau de la concentration. Et enfin, autour de la mémoire, il m'est arrivé récemment d'entendre un titre musical sur France Musique. Je me suis dit, tiens, ça fait très longtemps que je n'ai pas entendu ça. Et finalement, je me souvenais de tout. Et j'ai même, à un moment donné, vu ma main gauche faire ça pour faire rentrer le pupitre des violons. Et je me dis, c'est quand même incroyable, cette mémoire inscrite qu'on a comme ça. Et alors que je vous assure que si vous me demandez ce que j'ai mangé hier ou quel jour on est aujourd'hui, je vais avoir de grandes difficultés. Donc il y a quand même un mystère. Donc voilà un peu les motivations de ce cycle de conférences. Donc vous préférez en fait la musique et la gastronomie, ça on l'aura compris. Alors, merci Isabelle. Vous avez été très nombreux à vous inscrire pour ce cycle complet des 3 journées. Moi-même, je n'étais pas convaincu qu'il y aurait un tel engouement, et donc c'est formidable. Alors, comment on a construit, comment on a imaginé les choses? Eh bien, on a imaginé les choses de la manière suivante. Une première journée qu'on va qualifier d'un peu généraliste. On pose les bases, voilà, on pose les bases de cerveau et musique. Moi, ce matin, je vais revenir sur le cerveau, alors qui n'est pas forcément un inconnu pour tout le monde ici dans l'Assemblée, mais pour un certain nombre d'entre vous, peut-être que ce n'est pas un organe très très bien connu. Et puis de vous parler comment on l'explore aujourd'hui, les techniques de neuroimagerie, et d'illustrer autant que faire se peut, de temps en temps, par des études qui concernent la musique. Bon, ça c'est une introduction. Et puis cet après-midi, je dirais qu'on va rentrer dans le vif du sujet avec un topo qui pour moi est essentiel, et c'est là où on va décoller. C'est le topo d'Emmanuel Bigan. Emmanuel, il a pour rôle redoutable, et je trouve que c'est très, très approprié que ce soit Emmanuel qui fasse ce topo sur l'histoire, effectivement, des travaux scientifiques, notamment français. En France, on a une belle communauté de scientifiques qui ont travaillé sur la musique. L'histoire, en fin de compte, de ces recherches scientifiques sur la musique jusqu'aux neurosciences de la musique. Et je trouve que c'est très approprié parce qu'Emmanuel, tu es musicien. Tu as été musicien à Radio France? Oui, j'étais musicien. J'ai fait plusieurs années d'orchestre. J'ai eu l'occasion de faire un remplacement à l'Orchestre national de France. Donc, c'est un souvenir inoubliable. C'est un retour des choses, alors. Donc, ça m'amuse de revenir ici, bien sûr. Voilà. Et Emmanuel, tu as été, on peut dire, un des pionniers en France, effectivement, de ces travaux de psychologie cognitive et de neurosciences sur la musique, qui ont vraiment émergé dans les années 1980, on peut dire ça.
Oui, à peu près. Oui, j'ai l'avantage sur toi d'avoir plus d'années de connaissances du domaine, même si j'ai plus de cheveux que toi. Je suis quand même plus âgé. Et mon but, c'est un petit peu de vous proposer un état de toutes les questions chaudes qui ont jalonné le développement de notre domaine de recherche, à partir effectivement à peu près des années. On peut dire des années 60 même, parce que bon, on y reviendra tout à l'heure. Hein. Et ça vous permettra d'avoir un peu un éventail de toutes les grandes questions qu'on s'est posées. J'espère que cet éventail rentrera dans le champ de vos intérêts, de vos questionnements, de façon à ce qu'on puisse avoir une interaction. Et par rapport, excuse-moi, je prends ton rôle une seconde, par rapport à la suite des journées, je pense que vous aurez l'occasion ensuite de revenir en détail sur des points que moi j'aurais présentés et d'aller dans le fond de la chose. Par exemple, l'exposé de Barbara Tillman qui va suivre rentrera beaucoup plus dans le détail de la composante génétique de cette habileté pour la musique. Donc ça vous donnera un petit peu un échantillon de tout ce que vous allez voir et du détail avec lequel vous le verrez. Je pense qu'à la fin de la journée, vous aurez une bonne idée de tout ça. Et donc, tu viens d'en parler, hein, le topo donc de Barbara Tillman, il est important effectivement parce que on parle toujours de la musique comme musique universelle, tout le monde entend la musique, etc. Et je pense qu'elle va vous dire des choses qui vont peut-être vous surprendre de ce point de vue-là sur ce qu'on appelle les amusies de différents types. Et effectivement, notre cerveau, des fois, ne perçoit pas correctement la musique pour des raisons diverses et variées. Et ça, c'est important de le savoir. Alors ça, c'est la première journée. On peut dire que voilà, on fait un panorama sur musique et cerveau. Si on s'arrêtait là, ça serait déjà sympa, mais je pense que ça ne serait pas complet. Et est-ce que tu as parlé de la mémoire, des apprentissages, et puis des émotions qui nous amènent aussi sur un terrain que tu n'as pas évoqué, mais sur le terrain thérapeutique. Et donc, on a souhaité développer plus avant ces deux questions, la question de l'apprentissage, donc dans la journée, lors de la journée qui aura lieu le 13 juin. Donc là, on va parler mémoire et musique, mémoire et apprentissage. Et apprentissage chez l'enfant, parce que je pense que certains d'entre vous sont dans le champ aussi donc de l'éducation et de la pédagogie, donc ça peut vous intéresser. Mais même en dehors de ce champ, c'est clair que cette question vous intéressera. Et on termine donc le 12 septembre par la question effectivement du soin. Est-ce que la musique peut être thérapeutique ? Sous quelles conditions ? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui d'utilisation de la musique comme effectivement étant un objet thérapeutique ? Est-ce que tu aurais imaginé, toi, Emmanuel, qu'on parlerait de ça, de la musique thérapeutique dans les années 80 ? Non, c'est absolument incroyable d'ailleurs de voir rétrospectivement le développement d'une discipline comme la nôtre, qui est une discipline toute jeune. Et c'est vrai que quand j'ai commencé ma recherche il y a 25 ans à peu près, on n'aurait jamais imaginé pouvoir un jour parler, encore plus ici, des sujets dont on va parler dans la journée, et notamment de la possibilité d'utiliser la musique dans une perspective thérapeutique. Par-delà la musicothérapie, qui est une approche des troubles de la personnalité, mais également dans une perspective beaucoup plus orientée vers les troubles du cerveau, et les troubles qui sont causés par des lésions cérébrales, donc un type de pathologie encore différente. Et je pense que ça nous conduit à penser différemment la musique, c'est un petit peu ce que je développerai tout à l'heure, et que la société considère la musique complètement différemment de ce que l'on la considère, en tout cas dans notre société occidentale, où on la considère comme un gros loisir. Et je pense que vraiment, si on peut faire passer le message que la musique, c'est vraiment pas ça, c'est tout à fait autre chose, on aura réussi le but de ces conférences, me semble-t-il. Comment on étudie le cerveau musical en neuroimagerie avec cette technique-là ? Ce n'est pas toujours évident. Hein, faire écouter des choses, c'est pas dur. Parce que les sujets ne bougent pas. Vous savez que les techniques de neuroimagerie, c'est vrai, la tomographie par émission de positons, l'IRM, sont des techniques qu'on ne peut pas franchement bouger. Le moindre mouvement de la tête, tout de suite, ça floute les images. Donc, on cale un peu un peu beaucoup la tête des sujets. C'est pas si simple. Et les mouvements moteurs, c'est pas évident. Alors, faire chanter quelqu'un dans une IRM, c'est pas très recommandé. Parce que vous avez des artefacts moteurs. Donc, c'est pareil pour le mouvement d'instrumentiste. Alors, il y a quelques travaux quand même qui ont tenté, avec des astuces, notamment dans l'acquisition des données. Donc, on peut faire des choses. Je vous montre un petit exemple qui est rigolo. C'est comment, en fin de compte, se déploie l'activité cérébrale en fonction de l'expertise musicale. Ici, un travail. Qu'est-ce qu'on vous montre ? On vous montre deux petits films, des films muets, il n'y a pas de son.
soit c'est les mains d'une pianiste qui enfonce des touches, qui joue un morceau, qui a priori pas un morceau familier, soit un autre film qui va servir de référence pour l'activité cérébrale. Vous voyez les mains de la pianiste qui n'enfonce aucune touche, mais qui bouge ses mains au-dessus des touches du clavier. Qu'est-ce qui se passe chez des sujets qui n'ont jamais fait d'études de musique? Eh ben, bon, un petit peu d'activité cérébrale dans les régions associatives visuelles, mais pas grand-chose. Ceux qui ont 3-4 ans d'études de musique, déjà un petit peu plus de choses, notamment dans les aires motrices. Le fait qu'elle appuie sur des touches de piano, tout ça, ça les sollicite un petit peu. Et seuls les sujets qui ont une dizaine d'années d'entraînement musical montrent une activité augmentée de la région auditive du cerveau. Autrement dit, eux, ils entendent les notes que joue la pianiste. Ils entendent les notes que joue la pianiste, oui, de manière évidente, ils sont capables de faire ce lien. On pense toujours que les musiciens, leur cerveau va travailler de manière homogène. C'est pas si vrai que ça. C'est pas si vrai que ça, parce que quand on regarde ici dans une étude comment s'active le cerveau il s'agit en fin de compte d'imaginer la performance musicale. On voit bien qu'il y a des choses assez similaires, mais que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est d'autant moins vrai que lorsqu'on n'a pas forcément le même type d'instrument. Ici, un pianiste, évidemment, c'est très latéralisé à gauche, parce que c'est la main droite. Quand il imagine sa performance, lui, qui joue beaucoup, moins la main gauche, ça dépend de ce qu'on joue, évidemment. Alors que là, le violoncelliste est plus équilibré, le violoniste c'est un peu asymétrique aussi. En tout cas, c'est pas la même chose. Donc, il ne faut pas penser par défaut que parce qu'on va étudier des musiciens ou des populations de musiciens, que ça va être forcément, on va avoir des résultats plus homogènes. Ça demande en tout cas quelques précautions. Les études les plus récentes qui ont été obtenues grâce aux outils des neurosciences cognitives et qui montrent que plus fondamentalement, la musique a un impact sur notre cerveau dont on n'aurait jamais soupçonné la possibilité lorsque j'ai commencé mes recherches il y a à peu près 25 ans. On imagine que le plaisir musical, c'est une sorte d'abstraction, que les choses se passent dans l'air, mais rien ne se passe au niveau de nos neurones. Et on s'est rendu compte par les études qu'en fait, il se passe énormément de choses au niveau des neurones, du tissu cérébral, et que la musique modifie véritablement un pouvoir transformationnel sur le cerveau. Alors on s'en est rendu compte de différentes façons. D'abord en analysant la plasticité cérébrale qui est induite par la musique. Alors on a regardé dans un premier temps chez les grands musiciens, parce que c'était eux qui avaient des grandes raisons d'avoir un cerveau différent des autres. Et on s'est rendu compte que, évidemment, étant donné l'exigence de la pratique motrice, le cortex moteur que Hervé Platel a monté ce matin n'est pas organisé de la même façon chez les musiciens. Ils ont beaucoup plus de connexions synaptiques, et même à l'intérieur des musiciens, vous voyez qu'il peut y avoir des différences entre les violonistes qui développent une motricité fine pour la main gauche principalement, mais moins de motricité fine pour la main droite, et les pianistes qui développent une motricité fine pour les deux mains, et on voit, lorsqu'on compare leur cortex moteur, j'espère que ça se voit ici, mais qu'on a des circonvolutions qui ne sont pas du tout pareilles chez les pianistes et chez les violonistes. C'était super, mais en même temps, vous allez me dire, ce n'est pas très surprenant, parce que c'est logique que ça soit comme ça. Alors ce qui était plus intéressant, c'était de se dire, bon, évidemment, qu'il y ait des différences au niveau des zones du cerveau qui sont directement impliquées dans l'activité musicale, c'est un peu logique. Mais qu'est-ce qui se passe dans les autres zones du cerveau qui sont communes, générales, qui ne servent pas qu'à la musique? Et donc, Schlog et collaborateurs se sont intéressés à une structure qui est une autoroute de communication entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, Hervé Platel l'a présenté ce matin, qui est le corps calleux. C'est là où on lie les deux hémisphères. Et il a comparé la taille du corps calleux chez les musiciens et chez les non-musiciens. Alors vous allez dire, on ne voit pas grand-chose ici, mais ce que vous pouvez quand même apercevoir, et ce qui s'évalue de façon très précise dans les études neuroanatomiques, c'est que cette partie-là du corps calleux est plus large que cette partie-là chez les non-musiciens, et ce qui laisse penser que les zones de communication qui sont requises par l'activité musicale sont plus grandes simplement parce que le musicien demande beaucoup plus d'interaction entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, donc il a besoin de plus de voies de communication et que les tissus cérébraux, évidemment, suivent cette demande. Alors ce qui est intéressant dans le résultat, c'est qu'on voit immédiatement que ça va être utile quand le pianiste joue du piano, mais après, ça peut lui être utile pour des tas d'autres choses, parce qu'une fois que les voies de communication sont ouvertes pour une raison donnée, elles peuvent être utilisées pour plein d'autres raisons.
Et il n'y a pas que le corps calleux qui entre dans cette catégorie. Hervé Platel a parlé ce matin des faisceaux arqués, qui relient les cortex temporal au cortex frontal. On a observé que les faisceaux arqués des sujets musiciens sont plus denses, plus riches, plus développés que chez des non-musiciens. Et l'étude la plus surprenante, c'est si vous prenez 2 enfants à un âge donné, 6 ans, avant qu'ils aient fait de la musique, et ensuite à 8 ans, un enfant qui a fait de la musique et un qui n'a pas fait de la musique, ce que vous voyez, c'est qu'en 2 ans, la pratique musicale, qui reste une pratique d'enfant, c'est-à-dire quand même loin d'être intensive, conduit à un développement plus ample des faisceaux arqués, donc une autre autoroute de communication, chez l'enfant musicien que chez l'enfant non-musicien. Et là encore, c'est intéressant parce que ces structures qui se développent pour une fonctionnalité précise, évidemment, vont être utilisées pour d'autres fonctionnalités que la fonctionnalité musicale. Au stade où on en est, on a la sensation que la musique modifie notre cerveau, augmente notre QI, facilite les apprentissages fondamentaux chez les enfants, ralentit le vieillissement cognitif chez les personnes âgées, et chez les personnes qui ont eu des atteintes cérébrales, ça redonne la parole aux aphasiques, je vais un peu vite, facilite la rééducation motrice des AVC, facilite la marche des parkinsoniens et relance la mémoire des patients Alzheimer. Donc on a un truc qu'on est en train de découvrir qui nous semble assez magique. Alors, on est encore dans la découverte, il faudra qu'on confirme tout cela. Comment expliquer ce pouvoir de la musique? Juste un mot. Ce qu'on sait grâce aux études d'imagerie, c'est que la musique sollicite de très nombreuses aires cérébrales. Et lorsque je dis qu'elle les sollicite, c'est-à-dire que lorsque vous écoutez une pièce musicale, toutes ces aires cérébrales vont se mettre à travailler en synchronie. On a pu le montrer auprès de patients épileptiques qui avaient des électrodes dans le cerveau, et on constate que lorsqu'on regarde les enregistrements de ces électrodes, eh bien, il y a une bien meilleure synchronisation des différentes zones du cerveau. Autrement dit, la musique provoque ce qu'on appelle de façon un peu métaphorique une symphonie cérébrale, dans le sens où elle synchronise les zones du cerveau. Et on pense que c'est un élément pour expliquer ces effets bénéfiques, c'est-à-dire qu'on sait très bien, depuis longtemps, que lorsque 2 zones du cerveau travaillent ensemble, elles ont tendance à améliorer leur connectivité, y compris dans les phases où le cerveau est en repos. Et donc, on peut penser que par cet effet de synchronisation des zones cérébrales, dû à la musique, on améliore la connectivité et on facilite la plasticité. Donc la musique, si on veut faire une synthèse, c'est une activité cognitive exigeante qui fait appel à une intelligence pour le son, c'est ce qu'on a vu dans les premières périodes des études, à la structure, c'est ce qu'on a vu dans les secondes périodes, qui fait évidemment appel à une intelligence sensible et qui fait également appel à un engagement moteur, alors très évident chez l'interprète, mais également chez l'auditeur. Et ce qui nous semble être extrêmement bénéfique pour l'être humain, c'est que ces 3 grandes facettes du fonctionnement psychocognitif de notre cerveau sont intimement liés, intimement synchronisés par l'activité musicale. Je vous remercie pour votre attention. La musique congénitale, c'est un déficit musical qui ne peut pas être expliqué par des lésions cérébrales, des pertes auditives, des déficits cognitifs et sociaux ou un manque d'exposition à la musique. Donc, des personnes tout à fait normales par ailleurs. Les premières études ont montré qu'il y a une compréhension normale de la parole. Je vais vous montrer que quand on regarde de plus près, il y a peut-être des déficits, mais il n'y a pas de plainte dans la vie de tous les jours de ces personnes-là concernant la compréhension de la parole. Et une reconnaissance normale des voix et des sons de l'environnement. Mais les amusiques sont plutôt caractérisées par cette incapacité de reconnaître une chanson familière sans les paroles, et une incapacité de détecter une fausse note ou quand quelqu'un chante faux, y inclut eux-mêmes. Des petits commentaires ou des anecdotes ou témoignages, et Hervé Platel, dans une des émotions, il a cité l'exemple de quelqu'un qui dit « Bon, je reconnais la Marseillaise parce que tout le monde se met debout ». Il y a des témoignages des amusiques qui disent bon, dans les concerts d'élèves, des fois, il y a des situations bizarres parce que les autres personnes rigolent et je ne comprends pas pourquoi. Donc, vous comprenez, c'est la situation, les autres comprennent que l'élève il s'est vraiment planté, donc ça fait un peu rire tout le monde. Sauf que la musique, il n'a pas entendu qu'il y a un truc qui ne va pas. Et puis, on a finalement des situations difficiles au travail où une personne a souffert parce que ses collègues se sont moqués d'elle parce qu'elle ne comprenait pas la différence entre la sonnerie appel interne et appel externe. Donc vous voyez des déficits sur la perception musicale qui ont aussi des conséquences sur une situation et la vie sociale. Monsieur, je vous en prie. Oui, bonjour. J'ai cru voir
quand vous avez diffusé la vidéo, le fait que la personne qui avait une amusie suite à une liaison cérébrale, essayait de compenser son manque de chant par son geste. Et on voyait qu'elle montait vers le haut, alors qu'elle aurait dû chanter vers le haut. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à chercher de ce point de vue-là pour les personnes qui ont une amusie congénitale, soit par des stimuli visuels associés à des stimuli auditifs enfin, est-ce que vous cherchez en ce sens Parce que c'était vraiment flagrant, on voyait vraiment qu'elle peinait, elle aurait aimé que sa main chante en fait. Voilà. Oui, tout à fait. Alors pour ce cas d'amusie acquise, ça n'a pas été exploité plus que ça. Par contre, maintenant, pour les interactions audiovisuelles dont je vous ai parlé à la fin, la première étude sur la perception, c'était un signal visuel non informatif. Mais maintenant, pour la mémoire, c'est ça qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un signal de hauteur informatif visuel associé pendant l'encodage avec la musique pour voir après si ça aide à reconnaître les mélodies. Et par rapport à la réhabilitation avec le chant, je pense qu'il y a aussi un lien avec ça, avec le lien auditivo-moteur qui peut renforcer et dans la perception et la production. Oui, Nathalie. Oui, moi je me suis demandé à quel point elle n'entendait pas quelque chose dans sa tête malgré tout. Parce qu'elle essayait de le faire et le fait qu'elle fasse ce geste avec la main, je me suis dit, elle entend quand même quelque chose dans sa tête. Il y a un problème de production, mais il n'y a peut-être pas un problème d'entente interne. Oui, mais on ne sait pas à quel point. Ouais, on ne sait pas, ouais, exact. Et puis ça n'a pas été plus exploité, en tout cas pas du côté publication. Il y a une entente interne peut-être, mais une entente externe. Donc disons, là c'est aboli à nouveau. Mais c'est intéressant si on retrouve des cas comme ça de le pousser plus loin pour les deux côtés. Je suis d'accord. En tout cas, c'est bien démonstratif de ce couplage auditivo-moteur et même spatial, c'est-à-dire vraiment de la représentation de la musique d'un point de vue de l'imagerie mentale en quelque chose qui tire vers le mouvement, c'est-à-dire le haut, le bas, etc. Une question pour Emmanuel Bigan. Est-ce que vous pourriez redévelopper, ou c'est peut-être un peu court, sur le baby talk, parce que vous l'avez un petit peu évoqué, et certains auteurs le considèrent comme vraiment une source cachée justement de l'éveil musical, comme Papouzek ou d'autres. Oui, le langage dirigé vers les enfants est extrêmement musical. On l'a tous fait. Je ne vais pas le faire ici. Les contours intonatifs sont extrêmement accentués. Alors, pourquoi ? Probablement parce que c'est une façon d'attirer et de garder l'attention de l'enfant. Mais c'est peut-être une des premières marques de la musique, c'est-à-dire qu'elle a des éléments structuraux qui lui permettent de garder, de maintenir en éveil l'attention. Et c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup avec les enfants. Donc il a été bien étudié dans le sens où on a regardé si ces caractéristiques étaient universelles. Et toutes les études qui ont été... Bon, les musicologues se sont beaucoup intéressés à la question des universaux en musique. En fait, les universaux en musique, on les trouve essentiellement dans les productions musicales pour les enfants, au niveau de la structure des berceuses et des comptines, et également au niveau de ce langage dirigé vers les enfants qui a à peu près des caractéristiques similaires dans les différents pays du monde. Donc, ce qui est un argument pour penser que le musical, sous une forme large, est effectivement une forme extrêmement première d'inscription de l'enfant dans la communication par l'oralité. Et là encore, pour renforcer l'argument, que la musique prépare l'enfant à l'acquisition du langage. Merci beaucoup pour la qualité de vos questions. Merci à Nathalie Dessay de sa présence, c'est très sympathique. Merci Emmanuel, merci Barbara. Et rendez-vous au mois de juin. Et merci Patrick.